Bonjour, et pour aujourd'hui, un petit peu de manga, encore une fois, avec la BD en version intégrale Tomie de Ito Junji, que l'on trouve aux éditions Tonkam dans un gros volume. Donc, il y a peu, somme toute, ma lecture de Spirale, probablement l'œuvre la plus célèbre du mangaka d'horreur Ito Junji, m'avait collé une sacrée baffe, révélant des manières inédites à mes yeux d'exprimer l'horreur au travers d'une bande dessinée. Impression certes en partie relativisée par quelques lectures ultérieures, d'œuvres en fait plus anciennes donc, et tout particulièrement La Maison aux insectes d'Umezu Kazuo, fondateur dit-on du manga d'horreur moderne, et d'une grande influence sur Ito Junji, on y revient. Et même on en arrive à Tomie en fait, autre œuvre d'Ito Junji d'un format donc à peu près comparable à Spirale, et disponible de même en français en une intégrale en un volume. Les gens qui savaient m'en avaient recommandé la lecture, et à raison sans doute, même si je n'avais pas bien conscience au départ de ce dans quoi je m'engageais. Quelque chose de différent, une fois de plus, en même temps très éloigné de Spirale et bizarrement proche à l'occasion. Bizarre étant sans doute un mot-clé comme de juste. Feuilleter l'ouvrage s'avère éloquent, mais ayant pour ma part commandé ce tome auprès du diable sur la foi de ses chaleureuses recommandations, je n'en avais pas eu l'occasion. C'est peu dire que le style change, car Tomie est une série, ou un personnage, on y reviendra, qui a accompagné l'auteur sur une quinzaine d'années environ, et ça se voit. Le tout premier épisode, sobrement intitulé Tomie, est plus globalement la première BD publiée de l'auteur, en février 1987, dans la revue mensuelle Halloween, et sous une étiquette shoujo, c'est-à-dire, selon la classification japonaise des publics cibles, à destination d'un lectorat de jeunes filles. Et c'est un élément essentiel sans doute et qui impose d'emblée sa griffe sur les premiers épisodes, même si la suite a pu, j'ai l'impression du moins, sortir de ce carcan relatif, sans dédaigner d'y revenir à l'occasion d'une manière joueuse. On comprend mieux ainsi ce cadre lycéen, mettant en avant des personnages de jeunes filles, cadre très prégnant tout d'abord, puis connaissant au fil des années quelques distanciations, n'emménageant que davantage des résurgences que l'on peut supposer éventuellement ironiques. Cependant, il est important de noter que le Japon n'a probablement pas ici la même approche des mauvais genres que l'Occident en général, ou la France en particulier. Un manga d'horreur, et d'horreur horriblement horrible, Ito Junji n'y va vraiment pas avec le dos de la cuillère, et on y retrouve tout le côté dérangeant et insidieusement malsain de Spirale, œuvre pour partie ultérieure, j'y reviendrai, mais avec probablement un coefficient de violence et d'horreur graphique plus élevé encore. Un tel manga, donc, dans une publication destinée aux jeunes filles, ça n'a absolument rien d'inattendu là-bas, faut-il croire. Et en fait, un précédent de taille est sans doute à relever, nul autre que cet Umezu Kazuo évoqué précédemment, qui avait percé dans le genre plus ou moins au travers de supports shoujo environ 25 à 30 ans plus tôt. Or, ce Tomie d'Ito Junji s'inscrit clairement et sans ambiguïté dans la filiation d'Umezu Kazuo. Plus tard, Ito Junji a eu l'occasion de célébrer Kazuo comme étant sa principale inspiration, l'autre littéraire étant un certain H.P. Lovecraft cher à mon cœur. Et peut-être Umezu Kazuo lui-même l'a-t-il bien perçu ainsi. Toujours est-il que le jury du prix Umezu, présidé par le dit Umezu, a récompensé aussitôt ce Tomie. Pas mal pour une première BD. Ceci étant, il a vieilli ce premier épisode, et graphiquement notamment, ce qui saute de suite aux yeux. Il n'a en effet pas grand-chose de, disons, l'élégance académique d'œuvres ultérieures de l'auteur, dont le côté propre finalement ne fait que renforcer les délires graphiques de l'horreur sautant à la gueule du lecteur dans sa forme la plus surréaliste. Le trait est ici nettement moins précis, la mise en page est nettement moins complexe. C'est très anguleux et expressionniste, mais d'une manière flirtant, j'ai l'impression, avec l'amateurisme, terme connoté cette fois. À ceci près sans doute que l'auteur y fait déjà la démonstration de son goût des grands aplats de noir, qui, au-delà d'éventuelles références occidentales en l'espèce que je maîtrise un tout petit peu mieux, Will Eisner, Frank Miller, peut-être Mike Mignola, même si c'est un peu différent, peut une fois de plus nous ramener à Umezu Kazuo. Et de même pour l'allure générale des personnages d'ailleurs. En moins bien, j'ai l'impression. Oserais-je le dire? Ce premier épisode m'a fait l'effet d'être passablement moche. J'ai redouté un moment que l'ensemble de la BD soit de la même eau, mais un feuilletage hâtif a vite démontré que non, mettant bien au contraire en avant une évolution, c'est peu dire, sensible à chaque épisode ou presque, jusqu'aux ultimes épisodes louchant nettement plus sur le style de Spirale, BD publié bien après les premiers épisodes de Tomie, mais avant les derniers.
Il y a peut-être aussi le rôle des assistants dans cette évolution, mais je n'en sais rien, je le suppose sans savoir quoi que ce soit à ce sujet. C'est que la série, si c'est bien une série, c'est peut-être à débattre en fait, s'étend donc, comme dit plus haut, sur une quinzaine d'années, avec des groupes de publications distincts. Après l'épisode originel de 1987, un autre en 1988, deux en 1989, deux en 1990. Petite pause, puis un en 1993, un en 1994 et, accélération notable, 4 en 1995. Enfin, le gros cycle final, sous le titre Tommy Again ou Tommy Part 3, comprenant 2 épisodes publiés en 1999 et 6 en 2000. À noter, puisque c'est ma référence depuis le début, que la publication originelle de Spiral a eu lieu en 1998-1999, et donc entre le deuxième et le troisième cycle de Tomie. Une série très décousue, donc, ne serait-ce qu'au regard des publications. Mais c'est que la série au sens narratif l'autorise. En effet, Tomie, en dehors de son personnage titre récurrent et encore, tient surtout de la succession d'histoires courtes largement indépendantes, même si l'on y trouve quelques rares autres personnages récurrents et au moins 2 semblants d'arcs, un vers le début, l'autre à la toute fin. La base, ou le thème si l'on préfère, apparaît déjà dans l'épisode originel de 1987, car il tient pour l'essentiel dans le rôle titre. Tomie, donc, est une jeune fille d'une grande beauté. Ses cheveux lui valent l'admiration de tous, même si chez le lecteur, c'est un autre gimmick visuel très bien senti qui attire immédiatement l'attention et par la suite suffit à devenir un présage de l'horreur, à savoir un petit grain de beauté juste sous l'œil gauche qui n'est pas pour rien dans le charme surréel de la jeune fille. Là, Tomie est morte, assassinée, démembrée, et tout le lycée, comme de juste, en est profondément affecté. Quel sinistre fait divers! Professeurs et lycéens, et surtout lycéennes peut-être, s'en entretiennent à la manière d'une communauté qui parle, qui doit parler pour exorciser sa douleur. Problème, la jeune morte revient, fraîche et aussi belle qu'à son habitude, comme si absolument rien ne s'était passé. Et c'est une situation inacceptable. La possibilité de la surnature, à peine esquissée encore, par exemple on évoque la possibilité qu'elle soit un fantôme puisqu'elle a des pieds, mais la suite de la série jouera plus frontalement la carte du succube, disons, avec un peu de vampirisme de bonne aloi et éventuellement une touche de délire SF par-dessus. La possibilité de la surnature donc choque plus encore la communauté que la mort de la jeune fille. Il faut rétablir l'ordre du monde. En résulte, logiquement d'une certaine manière, de nouvelles atrocités, puisque la seule présence de Tomie suffit à rendre folles et fous ses camarades et professeurs, pris dès lors de l'irrépressible pulsion de la tuer et, bien sûr, de la démembrer. Ce qui fait une histoire, probablement pas une série. Pour franchir l'étape entre l'histoire courte et la saga, Ito Junji use cependant de son expédient originel. Ce sont ses connotations qui changent. Car Tomie revient sans cesse. Et sans cesse, elle rend les gens autour de lui tous plus fous les uns que les autres, tous intimidés par son incroyable beauté aussi. Les jeunes filles en sont forcément jalouses, les hommes de tout âge forcément fous amoureux, au point de se déchirer entre eux, littéralement. La réapparition de Tomie déchaîne ainsi le plus souvent le carnage. Mais cela va en fait plus loin, car la scène initiale est amenée à se répéter. Inévitablement, ou presque, Tomie finit découpé en morceaux par tel ou tel homme habité par le désir insatiable de la posséder. Et peut-être n'est-ce en fait pas un problème pour elle, car elle revient, systématiquement, profitant de la moindre faille pour quitter le monde des morts et s'insinuer de nouveau dans celui des vivants, comme le blasphème qu'elle est. Une greffe change la greffée en une nouvelle Tomie. Des radiations accélèrent la croissance de fœtus qu'elle a généré. Ici, une Tomie siamoise apparaît dans les cheveux de la Tomie originelle, avec beaucoup de guillemets, parce que, comme de juste, c'est éventuellement un rejeton elle aussi. Tomie, au fond, est une maladie, et des pires, un virus que rien ni personne ne saura jamais contenir. Elle reviendra toujours, et toujours avec les mêmes conséquences. Elle est l'incarnation de la fatalité. Et sans doute au fond, en partie du moins, parce qu'elle aime ça. Dimension guère sensible tout d'abord, mais qui devient assez rapidement centrale. Tomie n'est pas qu'une jolie jeune fille. Elle est une jolie jeune fille pleinement consciente de sa beauté. Elle en est extrêmement fière, et elle entend bien en profiter autant que possible jusqu'à son prochain décès, et au-delà en fait, dans un cycle sans fin. L'esprit, si c'en est un, est d'un matérialisme au sens le plus vulgaire, parfaitement consternant. Plus globalement, elle est d'un égoïsme forcené, d'un mépris répugnant pour qui n'est pas aussi bien loti qu'elle, c'est-à-dire tout le monde,
d'une arrogance inacceptable, d'une prétention qui n'a d'égal que la superficialité. Il faut y ajouter comme une juste des pulsions sadiques essentielles, car Thomier aime faire souffrir les gens de mille et une manières. À vrai dire, si elle suscite bien des meurtres et bien des tourments physiques, elle-même joue davantage de la torture psychologique, se réjouissant des souffrances atroces qu'elle inflige dans ce domaine à tout un chacun. Le rapport à ces drames est peut-être vaguement ambigu, même si je ne me sens pas de m'interroger ici avec pertinence sur la condition féminine au Japon, sujet qui me dépasse sans doute. Il y a tout de même un peu de ça là-dedans, je suppose. Mais bref, au tout début, Thomier est avant tout une victime. Dans les quelques épisodes qui suivent, une mutation s'amorce, mais elle semble encore ne faire le mal, car c'est bien du mal qu'il s'agit, que dans une optique de vengeance, à supposer que cela suffise à rendre ses exactions plus légitimes. Et ces victimes, qui sont donc tout autant ces assassins, n'inspirent à vrai dire guère la sympathie. On peut toujours, du moins, leur trouver telle ou telle chose à se reprocher, probablement pas de manière à justifier de telles conséquences quand même. Mais à mesure que la BD avance, c'est de moins en moins le cas, même s'il y a toujours au moins un petit quelque chose qui peut faire que, bon, c'est pour le principe, on humanise en fait les victimes de Thomier en admettant comme faisant partie intégrante de leur être quelques torts plus ou moins bien admis. Il n'en reste pas moins que Thomier, toujours plus odieuse, est dans la BD l'incarnation du mal ultime, avec donc quelque chose d'un succube qui séduit et fait souffrir et raffole de toutes ses douleurs et horreurs. Cela peut, j'imagine, avoir un rapport avec la dimension shoujo initiale, en tordant un peu le traitement du personnage de la lycéenne. Pas forcément dans une perspective si moralisante que cela d'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Mais je dois avouer que cet aspect, dont j'étais plus ou moins conscient au départ, s'est tout d'abord associé au dessin des premiers épisodes pour me faire craindre le pire. J'avoue ne guère affoler des histoires d'ados et du cadre lycéen, à moins qu'ils ne soient transcendés d'une certaine manière par autre chose. Ainsi dans Spirale d'ailleurs, où le lycée est là, mais c'est un décor avant tout inséré dans le cadre plus global de la ville. S'il faut citer une exception parmi mes lectures récentes, on peut en trouver bien sûr, ce sera probablement Quartier lointain de Taniguchi Jiro, dont je vous parlerai en vidéo un de ces jours. Ici, le lycée est tout d'abord autrement prégnant, et les rivalités et amourettes des ados en pleine poussée d'hormones ont eu au fait de me lasser. Ou pas tout à fait. En fait, cela aurait été le cas si Itojuji, déjà, ne faisait pas autant preuve d'un talent unique pour coucher sur le papier une horreur surréaliste et à même de foutre diablement mal à l'aise. La question inévitable, mais où va-t-il chercher tout ça? Je vous le demande. Le résultat est à la fois proche de certaines séquences de Spirale et en fin de compte passablement différent. Notamment ce que le grotesque s'affiche plus franchement ici, jusqu'au rire le cas échéant, même si d'un humour tordu, en ne baignant pas dans une atmosphère de bizarrerie permanente. Aussi en ce que l'hémoglobine est davantage de la partie. Mais c'est bien cette horreur improbable qui m'a d'abord tenu et fait apprécier la suite de la BD, ou la majeure partie, disons. C'est-à-dire quand l'auteur ne cherche plus à établir des arcs narratifs avec personnages récurrents, mais s'adonne aux histoires courtes sans personnages récurrents hormis Thomier. Mais est-ce pertinent de dire ainsi Thomier? À tout prendre plutôt qu'un unique personnage, nous pouvons très bien y voir une infinité de variations sur le même archétype. Ce jeu sur les histoires courtes n'est pourtant pas sans risque, le principal étant celui de la répétition. Au fond, chaque épisode ou presque obéit au schéma évoqué plus haut et c'est de plus en plus flagrant. Thomier arrive dans un contexte rapidement esquissé, elle rend les gens fous, elle se montre toujours plus odieuse, les fous sont encore plus fous, on la tue, on la démembre et on sait qu'elle ressurgira de toute façon. Risque très présent sans doute et dont je conçois fort bien qu'il puisse lasser. Pour autant, c'est tout de même dans ces histoires courtes que j'ai le plus trouvé mon bonheur, justement parce qu'il s'agit de variations en partie. Et le lecteur se régale, ou en tout cas moi je me régale, d'autant plus qu'il ignore encore quelle grotesquerie ignoble l'auteur infligera à son personnage ou via son personnage sur cette trentaine de pages. Les cadres ont leur importance, hâtivement posés mais avec une certaine habileté. Et je préfère donc largement les épisodes s'éloignant du lycée, quel qu'il soit, à ceux qui s'y déroulent. D'autant que les personnages récurrents sont plus ou moins ternes. La photographe cupide du principal arc du début est relativement correcte, mais sans susciter plus que ça mon adhésion, a fortiori mon empathie. L'arc final est un peu affecté des mêmes soucis, et de cette tendance malvenue aussi à expliquer un minimum un phénomène qui ne saurait l'être. C'est toutefois bien la conclusion à laquelle on aboutit, ouf.
On admettra tout de même que cette ultime guerre des Thaumiers n'est pas sans saveur, si sa toute fin est un peu plate. Mais c'est entre-temps que j'ai trouvé les épisodes qui m'ont le plus parlé. Cette tragique randonnée en montagne, par exemple, la séduction de l'enfant innocent par sa mère de substitution, les frères meurtriers, ou encore